Troisième et dernier exposé de cette série sur la résilience et les approches polémologiques de la résilience. On a vu au premier exposé quels étaient les concepts déjà appropriés par l'armée autour de la résilience et l'actualité du développement de ces concepts. Au second épisode, j'ai essayé de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait documenter des cahiers des charges pour des systèmes techniques en s'inspirant de la gestion des risques, avec une grille d'étayage de résilience. Et je voudrais à présent vous partager un set d'exemples illustratifs de systèmes résilients ou au contraire hyper fragiles que j'avais fait. Alors c'est à titre pédagogique lors d'une intervention devant des cadres de l'armée française et des réservistes. Là, c'était un petit peu pour la culture partagée que j'avais pris des systèmes d'armes de la Seconde Guerre mondiale, mais vous pouvez faire le même exercice de transposition avec des tas d'autres systèmes. C'est une logique qu'on appelle un peu pompeusement de méta-design, hein, où on a comme ça des batteries d'exemples qui deviennent un petit peu inspirants ou génératifs pour vos efforts de conception actuels, ou pour vos efforts d'audit ou de réflexion tout simplement, ou pour enrichir votre culture générale. Alors, je me base pour cette illustration sur un outil qui existe déjà, qui est un set donc, de critères d'appréciation de la résilience qui est proposé par le Stockholm Resilience Center. Le Stockholm Resilience Center, c'est des gens qui sont évidemment basés à Stockholm et qui se définissent comme un centre de recherche international sur la résilience et on va dire peut-être le développement durable, mais c'est une mauvaise traduction de Sustainability Science. Ils ont des publications régulières qui sont inspirantes. Moi, la première fois que j'ai vu ce jeu de critères, c'était dans une publication, enfin c'était repris dans une publication de Pablo Servigne, je crois, sur la ville, si je dis pas de bêtises, mais il les a utilisés régulièrement. Et je pense que c'est un très bon jeu de critères pour comprendre les différentes dimensions de la résilience. On va dire que la résilience, c'est une qualité qui est un peu abstraite, et elle se décline bien à travers des critères qui ont été pensés par retour d'expérience sur différents terrains que pratique le Stockholm Resilience Center. Ce faisant, il contribue à ce courant que j'avais évoqué lors du premier podcast de Resilience Thinking, hein, vous pouvez retrouver chez eux, si vous voulez retourner directement à la source, euh, différentes présentations qui abordent ces critères de résilience. En particulier appliqués à des considérations d'urbanisme, de réseau d'adduction, ce genre de sujet, c'est leur zone de confort. Donc, si ça vous intéresse, moi je vous propose en fait de les reprendre. Ces 7 critères, je les ai un tout petit peu adaptés à ma lecture des choses en me permettant d'en rajouter un. Donc on va dire que c'est 7 plus 1, hein, mais on est bien d'accord, c'est d'abord le Stockholm Resilience Center qui est auteur et dépositaire de cette expertise, et je la trouve très bien. Je leur emprunte même leur set d'icônes. Donc à titre pédagogique, je vous propose à présent de les regarder un par un à travers des cas d'usage, à la fois d'organisation ou de systèmes d'armes qui ont montré des qualités de résilience indéniables pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à contrario, le contre-exemple, des systèmes, moi je parle de systèmes hyper fragiles, mais on peut dire aussi anti-résilients. Dans ce contexte, ça serait synonyme. Alors, je les ai localisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça a l'avantage d'être à la fois suffisamment loin et parfois déjà suffisamment connu. Donc je ne vais pas développer in extenso tout ce qui me fait dire que.
Ça c'est le premier point méthodologique. Deuxième point méthodologique, évidemment comparaison n'est pas raison, et vous pouvez trouver certains de ces exemples contestables où vous auriez pu penser à d'autres cas. Je le conçois tout à fait, c'est pas très grave, moi je l'ai fait avec la meilleure volonté en espérant que ça soit quand même parlant. Alors le premier critère, en fait, le Stockholm Resilience Center nous invite à penser qu'un système résilient, c'est un système qui est apprenant, en anglais reflective. Moi, je traduirais aujourd'hui sur quelque chose de plus contemporain par intelligent pour enfin voilà, c'est un vocable qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait comme exemple de système apprenant pendant la Seconde Guerre mondiale? J'ai pensé au c'est issu de l'excellent documentaire The Fog of War, les mémoires de Robert McNamara. J'ai pensé à son activité à lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il faisait du contrôle statistique de l'efficacité des bombardements pendant la bataille du Pacifique. Robert McNamara, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et analytique. Il a été embauché par l'USF Air Force pour faire le suivi de l'efficacité des bombardements. Il générait comme ça, depuis son bureau, des tas de statistiques qui permettaient d'éclairer la décision sur la suite des opérations. Il revient là-dessus dans The Fog of War. The Fog of War, en fait, c'est le sous-titre, en fait, c'est 11 leçons tirées de la vie de McNamara. C'est une sorte d'autobiographie qui a été réalisée par le grand documentariste Errol Morris. Et la cinquième de ces leçons, c'est Get the Data, donc trouve les chiffres, et il revient là-dessus. Et il explique qu'en fait, on ne peut pas être efficace si on n'a pas un minimum d'informations sur ce qui est en train de se passer, et du coup, être capable de mieux spéculer sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Je ne rentre pas plus dans les détails, vous pouvez trouver ça sordide, en tout cas, lui, ça lui a amené certains cas de conscience, notamment parce que ça a dramatiquement changé l'efficacité des bombardements sur la deuxième partie de la bataille du Pacifique, et qu'en particulier ça a amené à utiliser des bombes incendiaires sur les grandes villes japonaises. Il revient là-dessus, et encore une fois sur est-ce que ça constitue un crime de guerre ou pas. Mais c'est pas mon propos, c'était juste pour amener un petit peu de nuance. Le message de fond de ce que j'essaye de vous dire en illustration du Stockholm Resilience Center, c'est qu'un système résilient, c'est un système qui est capable de comprendre un petit peu ce qui se passe dans son environnement et ce qui lui arrive à lui pour pouvoir s'adapter. A contrario, petit coup de pied de l'âne, on pourrait penser que la ligne Maginot est éminemment un système anti-apprenant, dans la mesure où il n'a pas tiré le meilleur parti des conflits précédents et des plans de bataille de l'armée allemande. Et alors on peut nuancer, je suis peut-être un peu vachard en disant ça, puisque la ligne Maginot n'était pas finie, et deux, il y a des polémologues qui ont pensé, peut-être à juste titre, que le fait de l'avoir complété d'abord au sud, c'était pour inciter les Allemands à passer au nord, sauf qu'ils sont tellement bien passés au nord que la bataille de France a été le désastre que vous savez. Donc c'est un peu polémique, et je vais pas rentrer là aussi plus que de raison dans l'analyse fine du succès ou de l'insuccès de la ligne Maginot, mais il me semble qu'en dehors de ça, on peut trouver malheureusement de nombreuses autres occurrences d'entêtement, pour pas dire plus, de manque d'intelligence des plans de bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Second critère, la robustesse. Alors je le traduis là volontairement dans un contexte militaire par aguerri ou chien maigre. À quoi est-ce qu'on peut penser comme cas de système d'armes robuste? Celui qui m'est venu, c'est là aussi pendant la bataille du Pacifique, le système de gestion des incendies à bord des porte-avions américains en particulier. Ça impliquait plusieurs choses. Ça impliquait une architecture navale
qui comprenait que à la fois la criticité et l'occurrence probable, souvenez-vous de ce que je racontais au deuxième épisode sur la gestion des risques et les emprunts à la gestion des risques, donc des incendies à bord, sur le pont et en partie et dans les traverses des porte-avions. Et la deuxième chose, c'est que ça impliquait d'avoir des personnels qui étaient extrêmement bien formés à la gestion des incendies, ce qui était le cas, et ce qui fait que plusieurs occurrences, plusieurs fois, des porte-avions ont pu avoir pendant la bataille des incendies à bord, et grâce à la robustesse et au sang-froid à la robustesse de leur architecture et au sang-froid de leur personnel, ils ont pu être sauvés. Voilà, tout simplement. C'était pas le cas de nombre de leurs adversaires, en particulier des Japonais. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis l'anti-exemple, le cas d'hyperfragilité en termes de robustesse. C'est pour moi par exemple la système Mitsubishi, le Mitsubishi A6M 0, donc le chasseur embarqué, le chasseur bombardier embarqué japonais, alors qu'il avait comme caractéristique d'être extrêmement performant sur le papier et pendant les premières batailles. Il était très rapide, très agile. Mais il était structurellement, il avait une faiblesse structurelle qui était quelque part vers la queue, qui faisait que il pouvait pas prendre certains jets, certains virages un peu serrés. Et ça a pris un petit peu de temps, mais quand les pilotes américains s'en sont rendus compte, en fait, ils ont forcé, ils ont forcé ces manœuvres pendant la bataille avec l'engagement avec les pilotes japonais, ce qui faisait que en fait ils ont abattu nombre de zéros sans avoir à tirer un seul coup, juste en leur faisant faire ces virages un peu serrés. On peut pas dire là non plus que les Japonais ont tiré les conséquences et ont revu la conception de leur chasseur bombardier. Mais voilà un méchant cas de robustesse. Critère suivant, l'adaptivité, donc flexible en anglais. Alors là, je vais forcer la traduction et je vais parler de qu'est-ce qui est interopérable ou pas. Le cas qui m'est venu, en particulier au feu, le cas qui m'est venu en fait, c'est l'usage des T-34 pendant la bataille de Mandchourie. Donc le T-34 était pour le coup aussi un système particulièrement robuste, en tout cas au moment de sa conception. Il avait une boîte de vitesse qu'il fallait, où les vitesses se passaient avec un maillet au début, et une boîte de vitesse extrêmement rudimentaire. Ça lassait pas d'émerveiller et d'agacer les adversaires de l'armée rouge, mais surtout il a été utilisé pour autre chose que pour des engagements de cavalerie. Il a été employé en particulier pendant la bataille de Mandchourie pour traverser des forêts extrêmement denses, des forêts denses, et les Russes en fait n'ayant pas de bulldozer et ayant besoin de créer des routes là où les Japonais ne les attendaient pas en 1945, on utilisait des T-34 en lieu et place de ces systèmes. Voilà, moi, je trouve un bon cas de souplesse stratégique et tactique, et surtout tactique. A contrario, le cas qui m'est venu de manque de souplesse et de réactivité, et ce qui lui a été fatal, c'est ce qu'on appelle en polémologie le dilemme de Nagumo. Nagumo, c'était l'amiral en chef de la flotte japonaise pendant la bataille du Pacifique, et il s'est retrouvé pendant la bataille de Midway
a hésité, enfin il avait un quart d'heure pour hésiter entre deux options stratégiques qui se sont présentées à lui. Il a été tenu par ces deux options. Je rentre pas dans les détails, c'est très bien analysé dans de nombreux autres podcasts, mais ce que je relève, c'est que s'il s'est retrouvé dans cet étau stratégique, c'est parce qu'il manquait un petit peu d'informations. Encore une fois, souvenons-nous d'un des critères précédents, et la nécessité d'être apprenant et de trouver les informations utiles. Et puis deux, parce que tout son système d'attaque manquait grandement de capacité d'adaptation, et il s'est retrouvé avec, pour le dire simplement, avec deux façons de pouvoir armer, seulement deux façons de pouvoir armer ces avions entre deux vagues successives d'attaque quand ils étaient sur les porte-avions en train d'être rééquipés, avec des informations incomplètes, mais ça c'est le brouillard de la guerre, comme toujours, pour ce qui est de fabriquer sa décision. Et puis il a pris à la fois la mauvaise décision et relativement trop tard, ce qui est devenu un cas d'école de la guerre navale, qu'on a appelé donc le dilemme de Nagumo. Et malheureusement pour lui et heureusement pour nous, ça a fait le désastre absolu qui a été la bataille de Midway pour les Japonais. Critère suivant, complémenté, intégré. Alors là, clairement, je n'ai pas trouvé d'exemple ou de contre-exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais vous pouvez en laisser en commentaire s'il y en a qui vous viennent, je serais ravi de les intégrer, ou m'envoyer un mail si ça vous vient. En revanche, alors j'ai une petite entorse à cet exercice pédagogique. J'ai pensé au système Scorpion comme étant justement le cœur de la promesse de cette mise à jour majeure de l'armée de terre française. Je vous renvoie à la plaquette du système Scorpion si ça vous intéresse. Je ne sais pas si ça répondra ou pas, mais en tout cas, le but, une des promesses du système Scorpion, c'est d'avoir trois nouveaux blindés qui vont fonctionner grâce à un système de communication justement particulièrement bien intégré, et pour proposer le meilleur emploi sur le champ de bataille de ces systèmes d'armes ensemble. Voilà, petit détour par l'actualité, sans en savoir beaucoup plus, et évidemment sans que ça soit éprouvé, puisque c'est du matériel qui est en cours de fabrication et de livraison. Critère suivant, ingénieux, resourceful en anglais. Alors petite paillardise, je traduirais ça par la bonne volonté et le couteau. Alors qu'est-ce qui a été particulièrement ingénieux pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Il y a un cas qui est bien connu, c'est l'utilisation de canons de flak 8-8 alors on a dit initialement par Rommel et par l'Africa Corps. Je crois qu'il y a des historiens qui pourraient reprendre cette anecdote. En fait, il n'aurait pas été le premier à le faire, mais bon, l'idée c'est d'utiliser des systèmes, des canons anti-aériens a priori, non pas pour leur vocation initiale, mais comme canon anti-char. Faute de matériel là aussi, c'est un petit peu la même anecdote finalement que l'histoire des T-34 dans la forêt en Mandchourie. Mais un petit peu parce qu'on n'a pas vraiment mieux, et puis parce qu'on s'est rendu compte au combat que les obus haute vélocité des canons anti-aériens, c'était particulièrement performant, alors que c'était pas pensé pour ça, mais c'était particulièrement performant contre les blindés anglais. Et donc ça a fait de nombreux succès pour Rommel, et ça demandait un petit peu d'ingéniosité. J'ai pas trouvé de contre-exemple là aussi. Si vous voulez compléter, vous pouvez le poser en commentaire. Dédoublé ou redondant. Alors ça c'est presque le contraire de ce qu'on recommande en général quand on fait de la conception d'innovation, on va dire conventionnelle. Normalement on ne doublonne pas, en dehors de quelques cas très très rares,
on doublonne pas les systèmes, on cherche à faire des économies et à tout bien intégrer. Qu'est-ce qui a été particulièrement bien dédoublé? L'organigramme de l'armée rouge. Je suis à la limite de ma zone de compétence là en vous racontant ça, mais vous pouvez trouver des historiens qui vont vous expliquer comment l'organigramme de l'armée rouge permettait, en particulier après les premiers mois de combat, enfin nécessité faisant loi, mais permettait de remplacer des officiers et des sous-officiers d'une façon particulièrement fluide. Un peu la même chose dans les échelons inférieurs. Alors certes, ça procède d'une économie qu'on n'a pas toujours. Entrer dans une logique de résilience, c'est aussi gérer des pénuries. Hein. Donc pour le coup, les ressources en hommes de l'armée rouge étaient malheureusement pour eux pléthoriques, ce qui explique aussi un rapport à l'engagement qui n'était pas le même que celui de leurs adversaires. Mais pour autant, il fallait avoir l'ingéniosité de ne pas créer de faire de cette donne un avantage qui le maximisait jusque dans la façon dont l'organigramme était inscrit. J'ai pas trouvé de système anti-redondant ou non redondant. Il faut croire que c'est parce qu'ils n'ont pas écrit le livre de l'histoire. Critère suivant, accueillant, inclusive en anglais, interopérable. Alors qu'est-ce qui était particulièrement accueillant comme organisation? Là, on va pas parler d'un système d'armes, mais là aussi d'une organisation. La Royal Air Force, donc l'armée de l'air anglaise, au début de la bataille d'Angleterre, plutôt au début de la Seconde Guerre mondiale, en fait, avait accueilli en son sein beaucoup de pilotes, en particulier des pilotes polonais, qui étaient excellents et beaucoup mieux formés que la plupart des pilotes anglais de l'époque, ce qui fait que pendant les premiers jours de cette bataille qui a été vraiment déterminante, on peut dire que Churchill, vous connaissez la formule de Churchill qui disait que rarement autant d'hommes auront eu une dette envers aussi peu. Faut pas oublier que parmi ces aussi peu, il y avait une espèce de légion étrangère qui disait pas son nom, de nombre de en l'occurrence je pense aux Polonais, de gens qui ont fui des pays qui avaient perdu la bataille et qui ont pu se réengager en Angleterre, mais grâce aussi à la capacité d'accueil, à l'intelligence organisationnelle et humaine de nos amis anglais. A contrario, qu'est-ce qui n'était pas du tout interopérable, ou en tout cas pas du tout accueillant à la même époque? Je pense à la Waffen-SS, qui, pour des raisons idéologiques, était éminemment raciste. C'était non seulement des Aryens, mais des Aryens particulièrement grands et athlétiques qui rentraient dans ce qui se voulait être un corps d'élite. Bon, je dois à l'histoire et à la vérité d'apporter tout de suite une nuance en disant que nécessité faisant loi, la Waffen-SS a tristement été plus inclusive au fur et à mesure des défaites. Hein. Bon, en gros, après Stalingrad, il n'y avait pas que des Aryens, il n'y avait pas que des Allemands qui étaient dans la Waffen-SS, malheureusement pour l'honneur de quelques-uns de nos compatriotes. Mais gardons le cliché de la Waffen-SS en théorie et de son pseudo-élitisme racialiste. Et puis je me suis permis de rajouter un critère, celui-là n'est pas dans les critères de résilience du Stockholm Resilience Center, mais je pense que c'est intéressant de parler pour fabriquer de la résilience, de parler d'une belle qualité qui est la rusticité. La rusticité, c'est défini par le dictionnaire anglais comme ce qui est conçu de façon simple. Alors au moment où vous concevez, encore une fois, soit vos organisations, soit surtout des systèmes technologiques,
Penser la simplicité, pas seulement dans la logique de, par exemple, quelqu'un comme un grand designer comme Dieter Rams qui en avait fait une valeur esthétique, mais ou comme un philosophe comme Simondon quand il parlait euh, de la taille des silex au néolithique. Euh, c'est pas juste donc une vertu, c'est pas juste une vertu esthétique, c'est aussi une vertu d'efficacité, voire de résilience. Alors, qu'est-ce qui a été conçu de façon rustique pendant la Deuxième Guerre mondiale? Je pense malheureusement à la Maschinengewehr 42, donc une mitrailleuse légère qui a été fabriquée au milieu de la guerre en estampage. C'est ça qui l'a rendue particulièrement résiliente et rustique. En estampage, c'était presque un crime de lèse-majesté pour nombre d'armuriers de l'époque qui concevaient pas que on pouvait fabriquer une arme de façon aussi frustre. Pour autant, cette arme conçue de façon frustre, elle coûtait de mémoire un tiers moins que si on l'avait fabriquée avec des techniques de fabrication habituelles. Et puis, malheureusement, elle était d'une efficacité redoutable puisqu'elle s'enrayait pratiquement jamais. Tant et si bien qu'elle est toujours en service dans des armées mal dotées aujourd'hui et qu'elle a eu une descendance, de nombreux systèmes, de nombreuses mitrailleuses s'en sont inspirées par la suite. Au contraire, là, ce coup-ci, heureusement, n'était pas rustique le Bismarck. Alors, on connaît l'anecdote, hein, il y en a, c'est la bataille pendant la bataille de Norvège, la bataille de l'Atlantique, le Bismarck qui était le cuirassé le plus superlatif de toute la Seconde Guerre mondiale, s'est retrouvé engagé par des Anglais qui avaient jeté toutes leurs forces dans la bataille. Et après, après une première bataille où le Bismarck a eu du succès en coulant différents navires anglais, il s'est retrouvé frappé par, un tout petit chasseur torpilleur anglais qui était obsolète au moment de cet engagement. C'était un espadon, on disait espadon, je crois. Et il a été le Bismarck a été touché au gouvernail, ce qui fait que il n'a pas pu être réparé à chaud. C'était pas du tout, c'était une espèce de faille dans l'armure de ce cuirassé qui fait qu'il s'est retrouvé à faire des ronds dans l'eau pendant quelques heures et a été coulé sans aucun problème par les navires anglais qui étaient sur site. Donc un beau cas d'hyperfragilité. Voilà, ce slide pour récapituler les critères de résilience du Stockholm Resilience Center auxquels je me permets d'ajouter la rusticité. J'espère que ces exemples, vous les aurez trouvés parlants et puis accessoirement que vous pourrez peut-être compléter les quelques trous dans la raquette qui me restent. Je rajouterai, alors c'est pas encore bien clair, mais le premier retour d'expérience qu'on peut avoir, il me semble qu'il y a quand même quelques constantes. Je sais pas comment les valoriser, mais je voulais les mentionner avant de clore cette série de podcasts. Ce qui fait qu'on est résilient, c'est alors à tous les coups être capable d'avoir une capacité de monitoring de son système, même si on a l'impression que ça peut rajouter de la complexité, même si ça coûte des ressources en termes de gestion de flux d'informations, ça change quand même dramatiquement les conditions de survivabilité. Donc, ne le sacrifions pas au nom d'une trop grande rusticité. Surtout au moment où on conçoit ces systèmes et puis où pour le coup, on a quelques coups d'avance technologiques sur les capteurs, les réseaux de capteurs et la façon de les faire parler. Pareil sur les middleware.
Il me semble que c'est... en même temps, je suis un peu jugé parti, mais il me semble que c'est stratégique de ne pas les sacrifier. Important tout autant, là c'est plus d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue de conception. Il faut avoir un horizon de sortie de crise. Il faut savoir ce qu'on peut espérer, à la fois parce que ça porte, il n'y a pas besoin de revenir sur... je fais un tout petit écart là aussi, mais sur ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans la tête des gens par rapport au Covid. Et je pense qu'une des difficultés de cette crise sanitaire, c'est l'absence d'horizon clair, ce qui rend la chose intolérable ou très difficile à tolérer pour nombre de personnes. Autre constante, là elle est à la fois culturelle, organisationnelle, c'est que ça se passe beaucoup mieux quand on est capable de décentraliser autant que possible la capacité de prise de décision. Autrement dit, quand voilà, c'est la subsidiarité ce qu'on appelle pompeusement en sciences des organisations, la subsidiarité de la prise de décision. C'est un petit peu compliqué d'en parler à l'armée parce que c'est un peu une vieille lune, hein, ce qu'on appelle alors ça fait écho ça fait écho à plusieurs vieilles lunes, dont le commandement participatif, dont à l'extrême ce qu'on peut inculquer parfois mais qui est pas généralisable, qui est l'esprit commando, l'esprit d'initiative. Voilà, je le dis de façon diffuse, mais pour fabriquer de la résilience, je pense que c'est un vrai axe de progrès. Enfin, la dernière constante, en fait, c'est de former son personnel. Je vous en avais parlé pendant le premier podcast, par exemple, en mentionnant des formations qui existent, des formations à la résilience qui existent aujourd'hui dans la garde nationale américaine, au Wisconsin en particulier. Je pense que c'est non seulement possible, mais très souhaitable. Je pense qu'on peut même améliorer ces formations, et on peut mettre dans ces formations des choses que les militaires savent bien gérer aujourd'hui, c'est-à-dire la formation au choc, mais aussi de la formation à des effritements et éventuellement à des missions, de nouvelles missions que le contexte polémologique nous invitera à considérer. Voilà. J'espère que cette petite série de podcasts vous aura envie d'auditer et de repenser votre résilience, à la fois personnelle, organisationnelle et dans votre équipement, dans votre environnement technologique. Je garderai en mot de conclusion Sisu, le mot de nos amis, l'espèce de mot d'ordre intraductible de nos amis finlandais qu'on pourrait, qui synthétise tellement bien l'esprit d'opiniâtreté et de persistance qui fait très bien écho à cette logique de résilience. Ces slides et ces idées sont pas copyleft, je les propose ici comme des extraits de travaux qui sont en cours. Vous pouvez les utiliser même dans un contexte commercial, mais je pense que ça serait courtois de me créditer pour les avoir mis en avant. Et puis je suis à votre disposition dans les commentaires si vous voulez continuer l'échange. Et je vous remercie de votre attention.